Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie, le rendez-vous hebdomadaire consacré à la famille. Alors comme à chaque fois, nous allons commencer par le débat et le thème du jour, orientation scolaire ou formation professionnelle, trouver sa voie. Alors très jeunes, les élèves doivent déjà trouver leur voie d'études, avoir une idée de ce qu'ils souhaitent faire plus tard. Or, nombreux sont ceux qui n'en ont aucune idée. Alors, comment trouver sa voie, justement, parcours classique, études supérieures, le parcours classique, ou formation professionnelle? On y verra plus clair aujourd'hui avec nos invités. Alors, avec moi, Madame Fatiha Moualek, vous êtes inspectrice centrale au ministère de l'Éducation nationale. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et à vos côtés, Madame Hamama Aïtsadi Nassib, vous êtes sous-directrice des référentiels et des programmes au ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Alors, comment garantir, justement, la première question, comment garantir une bonne orientation pédagogique? Comment ça se passe déjà au niveau des écoles? À quel moment ça commence? À quel niveau ça commence? Et comment que ça se passe? Déjà, on va d'abord commencer par l'admission en première année de l'enseignement secondaire général et technologique. Donc, tout élève ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 est admis en première année secondaire automatiquement. Oui. Dans le cas contraire, sa moyenne est calculée, la formule suivante, donc moyenne du BEM, moyenne de l'année scolaire, c'est-à-dire la 4e AM, divisée par 2. Donc là, s'il a 10 ou supérieur à 10, s'il obtient une moyenne de 10 ou supérieure à 10, il est admis en première AS. Donc si on revient maintenant à votre question, donc déjà on commence en 3e année moyenne. Donc les conseillers de l'orientation, c'est-à-dire bien sûr on a des conseillers de l'orientation scolaire au niveau des établissements scolaires du moyen et du secondaire. Leur mission est justement de suivre, d'orienter, d'accompagner nos enfants dès la 3e année moyenne. Donc, d'ailleurs, la moyenne obtenue en classe de 3e année moyenne, elle compte pour l'orientation. D'accord. Voilà. Donc, en début de l'année de la 4e AM, les conseillers d'orientation distribuent ce qu'on appelle un questionnaire d'intérêt aux élèves de la 4e année moyenne. Donc c'est la classique fiche de vœux ou c'est c'est autre chose? D'accord. Donc dans ce questionnaire, la fiche de vœux, je vais en revenir. Oui, donc, pour vous dire le travail qui est déjà fait avant la fiche de vœux. Très bien. Donc ce questionnaire d'intérêt, l'élève y inscrit son projet d'avenir, le métier qu'il veut faire, les difficultés qu'il a, quelles sont les disciplines où il a des difficultés, pourquoi, ses disciplines préférées. C'est-à-dire que là, il y a un accompagnement du conseiller, donc il analyse tous ces questionnaires et il arrive à déterminer bien sûr les centres d'intérêt des élèves, leurs capacités pour arriver à une bonne orientation. Voilà. Donc la fiche de vœux, elle commence dès la 3e année moyenne. D'accord. Donc on lui redonne aussi une fiche de vœux en 4e année. On ne sait jamais s'il a déjà changé d'avis. Voilà. Donc à la fin du 2e trimestre, il y a une pré-orientation. Donc, à l'issue des résultats de la 3e année moyenne, des résultats du 1er trimestre de la 4e année moyenne et du 2e trimestre, il y a ce qu'on appelle une pré-orientation. Donc le conseiller d'orientation, bien sûr, il y a un conseil de classe, donc les enseignants, le chef d'établissement, le conseiller qui assiste toujours au conseil des classes. Donc, il y a une pré-orientation. Comment elle se fait, cette pré-orientation? Donc, il y a des critères. Donc, vous avez la fiche de vœux qui est remplie par l'élève avec ses parents. Donc, toujours, il y a l'accompagnement des parents. Justement, l'accompagnement des parents, est-ce que les parents sont invités à venir à l'établissement ou pas? Oui, ils peuvent venir. Pour faire une séance avec justement le conseiller. Voilà. Le conseiller reçoit les parents.
reçoit les élèves, reçoit les enseignants et les parents. Donc, franchement, ils font un travail fabuleux. Je leur rends hommage pour tout ce qu'ils font et pour tout l'accompagnement qu'ils font avec nos enfants. Mais justement, souvent, les parents sont souvent là à avoir d'autres aspirations que leurs enfants. Ils sont là à essayer d'orienter un petit peu plus le choix de leur enfant. C'est pas toujours évident. Mais il est impératif que les parents respectent le choix de leurs enfants parce qu'il est fait généralement selon les capacités des enfants et selon leur centre d'intérêt. C'est un travail de fourmi que font les conseillers, et bien sûr les enseignants, les chefs d'établissement. Il y a l'analyse des résultats de chaque trimestre. Donc là, pour déterminer les profils, donc je dois expliquer un peu comment se fait cette pré-orientation. Donc on a dit elle se fait selon 4 critères. Donc la fiche de vœux remplie par l'élève, bien sûr, accompagné des parents. Elle est même signée par les parents, la fiche de vœux finale de l'élève. Selon aussi les résultats de ce qu'on appelle les groupes d'orientation des troncs communs. Donc il y a 2 groupes d'orientation de troncs communs. Donc, comme vous le savez, la première année secondaire, elle est organisée en 2 troncs communs. Il y a le tronc commun sciences et technologiques, et qui requiert un profil scientifique, et il y a le tronc commun lettres qui bien sûr, requiert un profil lettres. Donc, ces 2 groupes d'orientation, donc il y a un groupe d'orientation tronc commun sciences et technologiques. Donc, on trouve les matières maths, physique, sciences et arabe. Donc, les 3 matières maths, physique, sciences avec un coefficient 4 et l'arabe coefficient 2. Le deuxième groupe d'orientation tronc commun lettres, donc on y trouve l'arabe, le français, l'anglais et l'histoire géo. Donc, l'arabe avec un coefficient 5, français coefficient 4, l'anglais coefficient 3 et l'histoire géo coefficient 2. Donc, il est très important de savoir comment se calcule, c'est-à-dire parce que l'orientation se fait les profils se font à base des moyennes obtenues dans les résultats scolaires de ces enfants. Non, dans ces groupes, ces groupes d'orientation. Donc, prenons par exemple un élève qui a choisi dans sa fiche de vœux, il émet le vœu d'aller en tronc commun sciences et technologiques. Donc, on va regarder les mathématiques, la physique, les sciences de la vie les sciences de la nature et de la vie et la langue arabe. Donc, il est très important de savoir que, je vais prendre par exemple les mathématiques. On prend la moyenne de la 3e AM, la moyenne qu'il a obtenue en 3e AM en mathématiques, plus 2 fois la moyenne qu'il a obtenue en 4e AM en mathématiques, divisé par 3. Donc, je répète, je vais le faire autrement. Donc, la moyenne obtenue en 4e AM fois 2, plus la moyenne obtenue en 3e AM divisé par 3. Ça, c'est pour une matière. Et après, pour le tronc commun pour chaque matière, on va faire la même chose. Pour chaque matière. Donc, on a 4 matières. On fera ça pour la physique, pour les sciences et pour l'arabe. D'accord. Mais comment calculer maintenant la moyenne de l'élève dans ce tronc commun d'orientation, tronc commun sciences et technologies? Donc, on a dit que, je viens de dire qu'il y a des coefficients. Donc, les 3 matières, elles sont à coefficient 4 et l'arabe est à coefficient 2. Donc, on va multiplier la moyenne obtenue avec la formule que je viens d'expliquer. On va multiplier par 4. La physique plus la moyenne de la physique par 4, la moyenne des sciences par 4, la moyenne de l'arabe par 2. Si on compte le nombre de coefficients, c'est 14. Donc, on a la moyenne de l'élève dans ce tronc commun sciences et technologies. Pareil pour le tronc commun, pour le groupe d'orientation tronc commun sciences et technologies. Pour le groupe d'orientation tronc commun lettres, c'est pareil. On fait pareil pour l'arabe, le français, l'anglais et l'histoire géo. Sauf que les coefficients, ce n'est pas les mêmes. Donc, pour l'arabe, c'est 5, pour le français, c'est 4, pour l'anglais, c'est 3, et pour l'histoire géo, c'est 2. On fait la somme, on divise par 14, de la même façon. Donc, maintenant, ça, c'est le deuxième. Donc, un élève qui, par exemple,
pas de très bonnes notes en matière scientifique, s'il veut faire le tronc commun scientifique, et puis sa moyenne n'est pas suffisante, par exemple, dans les sciences, les mathématiques et tout ça. Est-ce qu'on va suivre son choix ou est-ce qu'on va l'obliger un petit peu à partir je vais arriver. Donc, on a 4 critères. Donc, j'ai dit la fiche de vœux, les moyennes, les résultats obtenus, c'est-à-dire la moyenne de l'élève dans le groupe d'orientation tronc commun sciences et technologiques ou bien groupe d'orientation tronc commun lettres. Les propositions des enseignants et des conseillers, ça c'est très important, et le nombre de places pédagogiques disponibles dans l'établissement d'accueil, c'est-à-dire le lycée qui va les accueillir. Déjà, au préalable, quand on fait une préorientation, nous avons déjà des statistiques. Combien de places en tronc commun sciences et technologiques, combien de places en tronc donc commun. l'orientation de l'élève dépend de ses notes, dépend aussi de sa fiche de vœux, de sa moyenne dans les groupes d'orientation, parce que dans les groupes d'orientation, on n'a pas toutes pas toutes les matières. Parce que ça dépend du profil. Donc, exactement. Et puis des places disponibles dans le lycée accueillant. Oui, et les propositions des enseignants et des conseillers. D'accord. Et voilà. Est-ce que justement les enfants ne sont pas un petit peu trop jeunes aussi pour faire ce choix-là, à cet âge-là? On n'est pas encore suffisamment mûr, à mon avis, pour faire un choix de carrière. Parce que si on décide d'aller en scientifique, par exemple, on n'aura pas les mêmes choix. Par exemple, on ne pourra pas faire certains métiers. Vous savez, on se trompe beaucoup. Hein, ah bon? Parce que nos enfants, franchement, ils savent ce qu'ils veulent. Hein, parce que d'abord, les conseillers d'orientation, ils organisent des cellules d'écoute, des groupes de parole pour parler avec eux. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard et tout. Franchement... Donc, il y a des sessions d'aide à l'orientation. D'aide à l'orientation. Qui se préparent, même par exemple, il y a des élèves qui ne trouvent pas leur chemin, qui trouvent, comme vous venez de dire. On essaye de trouver un sens à ces résultats, c'est-à-dire un sens à ces résultats par rapport à l'orientation. Donc, l'aide, c'est le conseiller d'orientation, les enseignants, les parents aussi, parce que les parents, ils connaissent bien leurs enfants. Dès leur jeune âge, ils connaissent très bien leur profil. D'accord? Ils connaissent leurs difficultés d'apprentissage. Mais dans cette orientation, justement, est-ce qu'il y a, dans cette un peu influence aussi, est-ce qu'il y a aussi la proposition de la formation professionnelle dans tout ça? Justement, je vais... c'est tout un processus. Sinon, on n'aura pas le temps de tout dire. Oui, rapidement. Donc, après la préorientation, donc il y a une préorientation, justement, là, pour avoir justement le nombre de places pédagogiques dans l'établissement d'accueil. Donc, le 3e trimestre, donc, il y a un conseil aussi d'orientation, il y a un conseil de classe, pardon. Donc, là, on a les résultats du 3e trimestre. On a des propositions d'orientation, toujours selon le processus que je viens de décrire. Donc là, de la même façon, il y a des propositions d'orientation. Et après la communication des résultats du BEM et des résultats des moyennes des résultats de la 4e AM, il y a ce qu'on appelle le conseil d'admission et d'orientation, qui est un conseil mixte qui se réunit dans l'établissement d'accueil, c'est-à-dire le lycée qui accueille. C'est par secteur, c'est des secteurs. Donc vous avez le lycée X, il accueille les élèves de A, B, C, D, des collèges A, B, C, D. Donc, il se déroule dans cet établissement pour fixer les listes définitives, les orientations, pour fixer les listes définitives des élèves qui vont en tronc commun sciences et technologiques et ceux qui vont en tronc commun lettres. Mais il y a quelque chose d'important, si je peux... Oui, rapidement. Rapidement, c'est le recours. C'est-à-dire que si l'élève sent il a un sentiment qu'il est lésé ou pour une raison, peut-être sa moyenne elle a été mal calculée ou bien un mauvais report de sa note. Donc, il peut faire un recours au niveau de son établissement. Donc, il a un formulaire à remplir, c'est-à-dire il y a aussi ses résultats, la fiche de vœux, tout un dossier à remettre au chef d'établissement du collège d'origine.
le chef d'établissement émet un avis favorable ou pas. Voilà, pour le transmettre au COSP. Le COSP, c'est le centre d'orientation scolaire et professionnelle qui va il va faire réunir toutes ces demandes-là et organiser une réunion avec, bien sûr, que préside le directeur de l'académie. Donc là, les dossiers seront étudiés et on communiquera le résultat aux parents via l'établissement d'origine de l'élève. Très bien. Donc, justement, on a parlé de l'orientation, on va parler un peu de formation professionnelle, mais avant d'entamer justement la formation professionnelle, je vous propose de suivre un reportage de notre journaliste Farid Abdelmeslim, justement, qui nous parle de formation professionnelle, et on revient tout de suite après. Le secteur de la formation professionnelle ne cesse depuis quelques années de se développer et d'offrir une formation de qualité aux différentes franges de la société en vue d'insérer les jeunes à la vie professionnelle. Un secteur qui se voit aujourd'hui acquérir un rôle principal dans le marché du travail. Pour ce faire, il s'attelle de réunir toutes les conditions pédagogiques nécessaires. Le marché d'aujourd'hui est marqué par une forte mutation, d'où la nécessité de créer de nouvelles branches et de s'adapter au rythme de ces nouvelles orientations. C'est pour ça qu'il a été question de mettre en œuvre des conventions de partenariat. أنا ديجا ستاجير هنايا في السونت تاع شرشال في فروة. سمعت باللي هنا في السونت تاع شرشال حابين يديروا تاع انرجي رونوفلاب، وهذا التخصص يشبه لي واش راني ندير انايا، عنده علاقه بين واش الفروة والتخصص هذا، وراني حاب نكون من الاوائل اللي نسجل في هذا التخصص. Donc nous sommes ici devant un simulateur de l'éolienne. C'est utiliser l'énergie du vent, c'est-à-dire l'énergie cinétique, qu'on va convertir en énergie électrique. Donc voilà, donc si je mets en marche ce simulateur, voilà, donc nous avons ici l'énergie cinétique, voilà, et qui va se convertir en énergie électrique, voilà. À travers mon laptop, je vais essayer de commander le moteur. Le domaine des énergies renouvelables a justement bénéficié d'un partenariat avec l'agence turque de coopération et de développement qui a doté le centre de formation professionnelle de Cherchel d'équipements et de matériel de pointe. Dans le cadre d'une action de coordination entre l'Algérie et la Turquie, une formation a été assurée, c'est-à-dire dans le domaine des énergies renouvelables, par l'agence de coopération et de développement TICA. C'est une agence turque. Ils ont mis à notre disposition 3 formateurs experts bien sûr en énergie renouvelable, voilà. Et bien sûr, pour cela, il y a aussi des moyens, c'est-à-dire matériels. Une formation très attractive pour les jeunes d'aujourd'hui, penchés sur ce domaine et prêts à contribuer à cette transition énergétique. Dans cet environnement mutant, où l'anticipation et l'adaptation sont à l'ordre du jour, l'adoption des technologies de l'information et de la communication est un fait. C'est désormais le mot de passe pour s'insérer et se maintenir dans cette nouvelle économie. Donc, l'Institut de Bousmaïl, il est spécialisé dans les technologies d'information et de communication. Il est destiné à accueillir des stagiaires de niveau 3e AS pour aboutir à des formations techniques dans la branche informatique, numérique et télécommunications. Le centre de formation professionnelle de Bousmaïl est un centre d'excellence en matière des TIC et des métiers de la téléphonie en Algérie. Par exemple, كي نشوفوا زعما une entreprise تسحق بزاف لي بي سي، دونك سبيسياليتي تاعنا اللي هي كلاود كومبيوتين، نقدروا نمدوا لك دي بي سي مي فيرتواليزي، سي با ريال. اكزاكتومون. اي ميم كي تخسروا لك زعما اكزومبل هذا لي بي سي، ما تقدريش تجيبي تكنيسيان اللي يسقم لك بالبي سي بالواحد ça prend beaucoup de temps. Donc تقدري باغ تليفون مع لونتربريز اللي مدت لك هذه لي بي سي فيرتوال يريغليها لك وان كليك.
Nous assurons des formations de, par exemple, développement web et multimédia. Nous avons aussi réseau télécom filaire, informatique et réseau. Nous avons développement d'applications multiplateformes et nous avons aussi administration cloud, computing et virtualisation. Un centre locomotive qui accompagne les jeunes apprenants vers un horizon futur, qui s'adaptera à l'évolution du marché de l'emploi et à la maîtrise des nouvelles technologies et à l'économie numérique. La formation en apprentissage, c'est téléconseiller. هنايا نجيو هنا نلقاو لا تيوري يعطيونا 2 fois par semaine. C'est juste 2 fois par semaine. Les autres jours, عندنا في le cours de semaine, عندنا في l'organisme اللي نديرو عنده la pratique. Le but de l'organisme هذا كي نديرو عنده la pratique واش هي il va te former de sorte que نهار اللي تحوس تخرج في le terrain, في le travail تاعك تكون déjà prêt. Doter le secteur de la formation professionnelle de nouvelles spécialités en adéquation avec la révolution technologique a pour but de fournir une main-d'œuvre qualifiée, une ressource humaine spécialisée, passionnée et déjà orientée vers les TIC. Nous ciblons les jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir leur baccalauréat. Les spécialités que nous offrons s'adaptent avec le marché de l'emploi, donc l'avenir leur appartient. Créer ce genre d'établissement aujourd'hui n'est pas une coïncidence, mais une exigence du marché actuel de l'emploi. Comme on l'a vu dans le sujet, les apprenants sont très branchés avec ces nouvelles formations, les TIC, les énergies renouvelables. C'est des formations très prisées apparemment par la jeune génération. Et justement, quand on sait maintenant qu'un bon avenir ne passe pas forcément par des études supérieures, il y a aussi la formation professionnelle qui est aussi importante, qui a pas mal de débauchés. Et quelles sont justement les formations les plus prisées? Là, on a vu les TIC et les énergies renouvelables. Et quelles sont les autres formations les plus prisées, tout simplement? Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je vous remercie pour l'intérêt que vous accordez à la formation professionnelle, ainsi que votre contribution à travers cette émission pour informer et sensibiliser les jeunes sur toutes les opportunités que leur offre le secteur de la formation pour leur insertion socio-professionnelle. Bon, pour ce qui est des spécialités les plus demandées des jeunes sont automatiquement, c'est des spécialités demandées par le marché de l'emploi. Oui. Actuellement, il y a la vision, que ce soit la politique du secteur de la formation ou bien la vision des jeunes d'une façon générale a changé. Donc il y a cette orientation vers les spécialités prioritaires, les spécialités des grandes technicités, de grandes technologies. Comme on l'a vu à travers le reportage. Donc aujourd'hui, si on prend la nomenclature des branches et spécialités de la formation professionnelle qui comporte 495 spécialités dans tous les domaines de formation, l'agriculture, le bâtiment, l'électricité, l'informatique. Donc le jeune d'aujourd'hui, on ne voit pas le jeune s'oriente dans le bâtiment vers la maçonnerie uniquement comme avant, mais dans la maçonnerie et dans le bâtiment, il y a d'autres spécialités qui est l'optimisation énergétique des bâtiments, il y a les énergies renouvelables appliquées aux bâtiments. Donc les jeunes vont vers ces spécialités. Par exemple, si on parle du domaine de l'informatique, on ne peut pas parler uniquement de l'initiation à l'informatique ou l'opérateur en micro-informatique comme avant, ou bien le programmeur, mais bien au contraire, comme on l'a vu dans le reportage, les jeunes vont vers, maintenant dans l'informatique, c'est le data center, c'est le cloud computing, c'est la réseautique, il y a aussi les métiers du numérique, donc les jeunes vont vers ces spécialités. Il y a aussi les énergies renouvelables, on a l'installation, la photovoltaïque qui est enseignée dans le secteur. Donc et un les choix jeunes, très varié. Donc la formation professionnelle ne se limite pas actuellement à des formations dans les petits métiers, la plomberie, l'électricité, bâtiment, l'électricité automobile, la coiffure. Toujours, on peut pas abandonner toutes ces spécialités parce que on a toujours besoin de ce type de spécialité, mais il y a
mais on s'oriente vers la nouvelle technologie, vers de nouvelles Justement, technologies. devant cet éventail de formations, comment identifier les choix par rapport à l'avenir de ces futurs apprenants? Comment ils font leur choix? Comment vous les orientez justement à faire le choix entre toutes ces formations? Est-ce qu'ils viennent déjà en sachant ce qu'ils veulent faire, ou est-ce que vous faites des séances avec eux, ou vous leur éclaircissez un peu leur vision? Bon, pour l'orientation, le choix des stagiaires, tout d'abord, bon, je vais revenir un petit peu en arrière. Comme vous le savez tous, que la formation professionnelle organise chaque année deux sessions de formation, donc à savoir la rentrée de septembre et la rentrée de février. Bon, on va parler de la rentrée de septembre qui s'inscrit dans le cadre de la rentrée sociale. C'est une rentrée principale. Bon, puis pour la rentrée de février, elle vient juste pour compléter la rentrée de septembre et pour redonner encore une chance aux jeunes qui n'ont pas pu s'inscrire à temps en septembre. Donc, il y a tout un travail derrière cette rentrée. C'est-à-dire c'est une rentrée qui ne se prépare pas d'une manière aléatoire, mais bien au contraire, il y a toute une préparation qui se fait, si on peut dire, à partir du mois d'avril, du mois de mars, avec l'éducation nationale. Et justement, est-ce qu'il y a des... Bien sûr. Est-ce qu'il y a... On pourrait, par exemple, faire un salon ou, par exemple, des portes ouvertes pour orienter, que ce soit pour les élèves, pour les orienter par rapport à leurs études ou par rapport à la formation professionnelle, pour les éclaircir un petit peu, pour qu'ils aient une vision de ce qui pourrait... Oui, allez-y. Il y a des portes ouvertes, justement, sur la formation professionnelle. Il y a un travail qui se fait en amont, justement, lors de cette orientation vers soit l'enseignement vers le cycle secondaire ou bien vers la formation professionnelle. Il y a une coordination entre les chefs d'établissement et les directeurs des centres de formation professionnelle. Il y a des visites organisées dans les centres de formation professionnelle pour voir ce qui se fait. Il y a aussi, sans oublier, le travail que font les conseillers à travers le questionnaire d'intérêt dont je vous ai parlé. Donc, ils expriment leur projet d'avenir à travers ce questionnaire. Donc, il y a un travail qui se fait en amont et il y a une coordination entre les deux secteurs, on va dire. Très bien. Donc, il y a un dispositif d'information d'orientation mixte entre l'éducation et la formation professionnelle. Il y a aussi des bureaux mixtes qui sont installés dans chaque établissement relevant de l'éducation nationale. Donc, c'est des bureaux gérés par les conseillers à l'orientation. Il y a toujours la présence de nos conseillers à l'orientation qui vont vers les élèves pour les informer, pour distribuer il y a tous les supports d'information, les dépliants et tout. Et comme la dame vient de signaler, il y a des visites sur site, soit des visites au niveau des établissements de formation professionnelle pour les élèves de l'éducation, afin de les mettre en contact avec les spécialités enseignées par la formation professionnelle. Ils font des visites, des ateliers pour voir les matériels et les équipements utilisés, comment ils sont utilisés, ainsi que des visites au niveau des entreprises économiques pour connaître le monde du travail. Donc, en plus des portes ouvertes et des campagnes d'information, c'est un travail de collaboration, de coordination entre les deux secteurs. Tout ça, ça rentre dans l'action d'orientation pour dire aux jeunes que c'est pas la fin du monde, celui qui ne réussit pas son cursus à l'éducation nationale. Justement, parce qu'avant on disait que la formation professionnelle n'était pas une réussite en soi. Et maintenant, au contraire, on voit que les débouchés sont beaucoup plus assurés chez la formation professionnelle que... Au contraire, bien au contraire. Non seulement l'idée a changé, les mentalités ont changé. Maintenant, la formation professionnelle, ce n'est pas on ne fait pas de la récupération. Mais bien au contraire, c'est un autre cursus qui mène vers la création d'un projet professionnel, d'une entreprise, d'une bonne insertion socio-professionnelle. Au contraire, même les jeunes des universités, une fois qu'ils terminent son cursus universitaire, ils viennent vers la formation professionnelle pour une autre formation, que ce soit les formations de courte durée, dans l'objectif de créer son entreprise
avec les dispositifs d'aide à l'insertion mis en place par l'État. Et justement, la plus courte des formations et la plus longue? Si on parle des formations diplômantes, on a 5 diplômes qu'on délivre. Il y a le CAP, c'est 12 mois. Il y a le CMP, 18 mois. On a le BT qui est 24 mois. On a le BTS, 30 mois. Il y a le CFPS, le premier diplôme, c'est 12 mois. Ça, c'est pour les formations diplômantes. Mais on a aussi des formations qualifiantes de courte durée. Qui varie entre 2 mois jusqu'à 6 mois. Donc, les jeunes, au contraire, ils sont très intéressés par les formations de courte durée. Oui. Pour la création des petites entreprises voilà, leur propre micro-entreprise. Notamment dans le domaine de l'agriculture, il y a beaucoup de jeunes, que ce soit jeunes filles, jeunes garçons, par exemple, si on parle de l'extraction des huiles, la transformation des huiles, il y a l'apiculture, il y a tous ces nouveaux métiers qui font quand même un petit peu leur buzz, on va dire ça comme ça, parce que maintenant on se retourne vers le naturel, on se tourne vers tout ça, les huiles essentielles, la fabrication de savon par exemple, tout ça, on se retourne un peu vers ça en ce moment, donc beaucoup sont intéressés, oui. Donc voilà, ça c'est le volet information et orientation qui se fait à la veille de chaque rentrée surtout pour la rentrée de septembre. Après, il y a le ministère, il a mis en place une plateforme qui est Mehnati. Donc là, on héberge toutes les opportunités, toutes les formations qu'on offre à ces jeunes. Donc c'est une plateforme qui permet aux jeunes de s'informer sur les spécialités qui existent, les spécialités programmées pour chaque rentrée. Donc les jeunes, ça permet aux jeunes de s'inscrire dans cette plateforme. Et après, il y a aussi des journées, on a des journées de sélection et d'orientation au niveau de l'établissement pour les inscrits. Donc, ils viennent, c'est des entretiens avec les conseillers à l'orientation pour connaître un petit peu le métier, parce qu'au moment pendant ces 3 jours de sélection et d'orientation, il se pourrait que le jeune changera son avis sur la spécialité déjà choisie. Et donc, une fois il découvre les métiers, et peut-être il va s'orienter vers un autre métier. Donc voilà, d'une façon générale, comment on se présente. Si vous deviez justement donner un conseil maintenant à les futurs apprenants ou les élèves maintenant qui sont face à leur fiche de choix, ce serait comment? On commence par vous, madame. Ce serait quoi le conseil que vous pouvez donner, même aux parents aussi? Oui. D'abord, je conseillerais aux parents de respecter le choix de leurs enfants, parce qu'il est fait généralement selon les capacités et le profil de l'élève, bien étudié à partir de ses résultats scolaires, comme vous voyez. Donc il y a un suivi. Et aussi de leur centre d'intérêt. Il ne faut pas imposer, on ne va pas se dire je veux faire de mon enfant un médecin coûte que coûte. Coûte que coûte. Et après, c'est l'échec. Exactement. Voilà. Pour les élèves, il y a des élèves qui ont un profil académique, qui peuvent suivre un cursus académique, mais il y en a qui sont faits pour suivre un cursus professionnel. Les futurs chefs d'entreprise, ils seront futurs chefs d'entreprise, ils peuvent faire leur start-up, avec tout ce que vient tout ce qu'on vient de voir à travers le reportage. Donc, comme a dit ma collègue, ce n'est pas un échec, au contraire, c'est un nouveau cursus. Donc, je pense que les conseillers d'orientation font un travail et accompagnent les élèves et les éclairent sur la formation. Il y a un grand travail qui se fait, justement, comme a dit ma collègue, je vais apporter un complément. Les conseillers d'orientation de la formation professionnelle viennent, c'est-à-dire font un travail, viennent dans les établissements scolaires, ils font un travail en coordination avec les conseillers d'orientation, parce que nous, dans les établissements scolaires, on a des conseillers d'orientation qui font tout le travail que je viens de vous expliquer. Donc, je conseille, c'est-à-dire aux parents surtout, parce que les enfants, c'est-à-dire je choisis un métier, il y a l'influence des parents, donc je pense qu'il faut respecter leur choix pour éviter l'échec.
Voilà. Parce que si je ne suis pas fait pour suivre un cursus en tronc commun sciences et technologiques et que par exemple je voudrais faire, je ne sais pas, un métier ou bien suivre une formation dans un institut de formation professionnelle, c'est un choix, il faut le respecter. Exactement. Voilà, c'est tout ce que... C'est surtout, moi, mon conseil va directement vers les parents. Voilà. Très bien, merci. Et à vous, Madame Nassib? Bon, mon conseil, en étant une maman, une maman, elle souhaite que du bonheur pour ses enfants. Donc, si jeunes-là, je les considère si mes enfants. Donc, je leur dirais, n'hésitez pas de se rapprocher des établissements de formation pour un métier d'avenir. Il ne faut pas avoir honte. La formation professionnelle, ce n'est pas un échec. La formation professionnelle, c'est une autre voie vers la réussite, vers la création d'entreprise, vers la création de son projet professionnel. Très bien, merci encore. Alors je rappelle, Madame Fatiha Moualek, vous êtes inspectrice centrale au ministère de l'Éducation nationale. Merci d'avoir participé. Merci, c'était un plaisir. Plaisir partagé. À vos côtés, Madame Hammama Aïd Saadi Nassib, vous êtes sous-directrice des référentiels et des programmes au ministère de la Formation et l'Enseignement professionnel. Merci encore. Merci. Et tout de suite, nous passons à la deuxième partie de l'émission, la rubrique Conseils pratiques. Et place maintenant à la rubrique Conseils pratiques, la rubrique où nous recevons des spécialistes pour donner des conseils pratiques. Et aujourd'hui, on va parler du diabète et du traitement du diabète avec Dr Abdelrahim Bounerta. Vous êtes endocrinologue. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame et merci à vous également de m'avoir invité. Très bien. Alors avec vous, on va parler de diabète. Et les symptômes du diabète en général, est-ce qu'ils sont clairs et connus ou pas ? Merci d'avoir choisi ce sujet. Avant d'introduire et de répondre à votre question, j'aimerais bien commencer par une définition et de dire que le diabète est une hyperglycémie chronique, qui veut dire une élévation du taux du sucre au niveau des artères et des vaisseaux. Cela va entraîner à long terme des complications justement. Donc le diabète est devenu une pandémie mondiale. C'est une maladie très très fréquente. On a plus de 600 millions de diabétiques à travers le monde. Et l'Algérie ne fait pas l'exception si je vous dis qu'on est à environ 4 millions de diabétiques en Algérie. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Et en 2022, on a encore des dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Donc d'où l'intérêt de connaître les symptômes et de consulter le médecin dès l'apparition de un ou plusieurs de ces symptômes. Parmi les symptômes, on va commencer par le syndrome polyuropolydipsique, qui veut dire que la personne va uriner très fréquemment, le matin comme le soir, elle va se lever 3 à 4 fois le soir, donc cela va provoquer une soif intense, donc il va ingérer plusieurs litres d'eau par jour. Donc ça, c'est le syndrome polyuropolydipsique. On a un amaigrissement aussi, donc la personne va fondre, va perdre plusieurs kilos. C'est pour ça, en Algérie d'ailleurs, dès qu'une personne va perdre du poids, on va dire « wesh, mais c'est le diabète ». Et c'est vrai d'ailleurs, le diabète provoque un amaigrissement important, malgré que l'appétit est conservé et la personne va continuer de manger. Parmi les autres symptômes, on a le flou visuel. La personne se fatigue, une asthénie, on a une fatigue majeure. La personne aussi va devenir irritable, de la nervosité, et d'autres symptômes aussi. C'est pour ça que la personne doit consulter. Mais, ce que je veux dire aussi à nos chers auditeurs, c'est de ne pas attendre l'apparition des symptômes. Moi, ce que je conseille les gens durant mes interventions, ou bien sur les réseaux sociaux, c'est d'aller consulter ou bien d'aller dépister le diabète. Parce que le diabète est une maladie silencieuse, c'est une maladie asymptomatique les premières années. Donc, si on a déjà l'apparition de ces symptômes, ça veut dire que le diabète a déjà évolué pendant plusieurs années. Donc, il faut dépister. Et les recommandations internationales disent qu'il faut faire un bilan annuel à partir de l'âge de 40 ans. Moi, je dis plus. On a remarqué le diabète de type 2 chez des personnes de 25 ans, 28 ans, qui sont jeunes, qui sont obèses. Donc, à partir de 40 ans, on doit faire un bilan annuel. Et chez les personnes aussi de moins de 40 ans, si elles ont un surpoids ou bien une obésité, elles doivent faire
un bilan systématique. Donc je recommande à ces associations qui font des caravanes de dépistage de continuer et je les remercie. Très bien. Et quelles sont les causes justement du diabète? Les causes du diabète, on doit d'abord connaître quels sont les types de diabète. On a plusieurs types de diabète. On va citer juste les types qui vont intéresser nos chers auditeurs. Les plus connus sont type 1 et type 2. Tout à fait. Oui. Et je vais rajouter le diabète gestationnel. Très bien. Voilà. Oui. Donc le diabète de type 1 qui touche le sujet jeune, l'enfant surtout, on va dire moins de 25 ans, c'est un diabète causé par une destruction des cellules du pancréas. Le pancréas, c'est quoi? C'est très facile. C'est un organe derrière l'estomac qui fabrique de l'insuline. L'insuline, c'est quoi son rôle? C'est facile. Elle va permettre de baisser les chiffres glycémiques lorsqu'on mange du sucre, soit du sucre lent, soit du sucre rapide. Donc ça, c'est le type 1. C'est une destruction du pancréas. Par contre, le diabète de type 2, qui est le plus fréquent, qui touche le sujet adulte, il est multifactoriel. On a l'obésité, on a le surpoids. D'ailleurs, le poids en Algérie, madame, c'est un problème aussi de santé publique. Figurez-vous qu'on a 26 millions en Algérie entre obésité et surpoids. Et j'en fais partie. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. C'est un vrai problème. Même il touche les adolescents, les enfants au primaire. À vous voir, on ne dirait pas que vous êtes en surpoids. Hein. Lorsque je calcule mon IMC, il est en surpoids. C'est pour ça que je dois faire des efforts. Ça, on a déjà l'obésité, problème de poids. Deuxièmement, la bouffe malsaine, l'alimentation déséquilibrée. Lorsqu'on sort, les fast-foods, on mange du n'importe quoi. Les tacos, les pizzas. Les fritures, les mayonnaises et tout ça, oui. Le troisième point, c'est la sédentarité. Les personnes ne bougent plus. On ne fait plus du sport, soit par manque de temps, soit par manque de salle, soit par manque de volonté. Hein, voilà, la flemme. Personnellement, c'est la flemme. Tout à fait, tout à fait. Et puis, on a un quatrième point qui est l'hérédité. Donc, on a des familles qui ont le diabète et tous ces facteurs-là. Il y a d'autres facteurs comme le stress. Le stress, qui n'est pas stressé maintenant? Oui. On vit un temps où tout le monde est stressé, tout le monde court après le temps, tout le monde... Tous ces facteurs-là vont provoquer ce qu'on appelle l'insulinorésistance, puis vont entraîner le diabète. Donc, le type 2, on a l'insuline, mais qui n'est pas efficace. Et avec le temps, cette insuline aussi va diminuer et baisser. Le dernier type que je vais détailler, c'est le diabète gestationnel. C'est le diabète chez la femme enceinte. Donc, c'est un diabète découvert pour la première fois durant la grossesse. Peut-être c'est un diabète méconnu. Peut-être c'est un vrai diabète gestationnel qui est causé par les hormones de la grossesse, surtout la bêta-HCG et la progestérone, qui vont provoquer aussi une insulinorésistance et des élévations des chiffres glycémiques chez la femme enceinte. D'accord. Et quelles sont les complications en cas de diabète mal équilibré? Justement, tout tourne autour de ces complications. Oui. Les conseils qu'on donne, les médicaments, les médecins, les structures de santé, c'est justement pour éviter les complications. Quand j'ai dit c'est un problème de santé publique, c'est vraiment un vrai problème de santé publique. Le diabète est la première cause de cécité, donc il peut entraîner la perte de vue. C'est la première cause de dialyse, donc de l'insuffisance rénale modérée à terminale jusqu'à la dialyse. Il entraîne des problèmes au niveau des pieds, de la circulation du sang. C'est la première cause d'amputation des jambes. Et c'est la première cause aussi des maladies cardiovasculaires. Il provoque des AVC, des attaques cérébrales. Donc, les complications, il y en a. Ça, c'est les complications chroniques. Sinon, il y a aussi des complications aiguës. La personne, si elle ne fait pas attention, elle peut avoir des hypoglycémies, des chutes de glycémie. Je connais une personne qui a jeûné, qui a fait une hypoglycémie et qui est tombée après ils étaient obligés d'amputer sa jambe. Pour vous dire que les hypoglycémies aussi, elles sont très dangereuses. Et je tire la sonnette d'alarme pour dire aux chauffeurs et aux routiers de surveiller leur glycémie. Oui. Plusieurs, si ce n'est pas, je dirais, la moitié des accidents de la circulation sont dus à des hypoglycémies qui entraînent une perte de contrôle, de conscience, puis une perte de contrôle de son véhicule. Après, c'est les accidents de bus et de voitures et des camions. Les complications aussi, on a la cétose diabétique et de l'acidité au niveau du sang, surtout chez les enfants, qui peuvent évoluer jusqu'au décès. On a les comas aussi hyperglycémiques chez les vieux. Les complications maintenant chez la femme enceinte. La femme enceinte,
Surtout actuellement, les grossesses sont devenues de plus en plus difficiles, donc les grossesses sont toutes précieuses. Et d'ailleurs, les gynécologues demandent la glycémie systématiquement. Exactement. Et on découvre plusieurs chiffres élevés. Quels sont les risques? Les femmes enceintes me demandent quels sont les risques. Eh ben, on n'attend pas parce que sinon ça va provoquer. C'est que c'est grave, voilà. Donc ça peut provoquer une macrosomie, une augmentation du poids du bébé. Oui. Puis donc la grossesse va devenir difficile. Après, on peut avoir une césarienne difficile. La maman peut développer une hypertension artérielle durant la grossesse. Le bébé, si le diabète n'est pas connu et qui date d'avant la grossesse, peut avoir des malformations cardiaques. Si le diabète précède la grossesse. Donc, les complications, il y en a. Oui. C'est pour ça qu'il faut le bien équilibrer pour éviter toutes ces complications. Et pour l'équilibrer, justement, c'est le traitement médicamenteux qui est obligatoire. Le traitement médicamenteux n'est pas obligatoire au début. Je vais vous expliquer. C'est une très bonne question. Avant, on disait toujours لازم تشرب دواء, لازم تشرب دواء. Donc, maintenant, vu que le diabète est découvert de plus en plus tôt chez des sujets jeunes qui sont en obésité ou bien en surpoids, on introduit uniquement les mesures hygiéno-diététiques, donc un régime alimentaire, j'aime pas dire régime, mais on va dire une nourriture saine. Oui. Voilà, du sport. Avec ces deux mesures, on arrive à stabiliser et à équilibrer le diabète chez beaucoup de personnes. Si le diabète n'est pas équilibré et on n'a pas atteint nos objectifs, dans ce cas-là, on va introduire les médicaments qui deviennent obligatoires secondairement. Ça, c'est le type 2. D'accord. Sinon, chez le type 1, on n'a pas le choix. L'insuline, elle est vitale. S'il ne fait pas son insuline, il va décéder en quelques semaines. Sinon, pour la femme enceinte, on va introduire juste des mesures hygiéno-diététiques et dans la majorité des cas, on arrive à stabiliser le diabète gestationnel et éviter les complications. Mais si on n'arrive pas à le stabiliser, on doit introduire l'insuline parce que les comprimés ou les antidiabétiques oraux sont contre-indiqués durant la grossesse. Justement, en dernier point, pour revenir rapidement sur l'insuline, quelques petits détails sur l'insuline, s'il vous plaît. D'accord. Rapidement, oui. Oui, pour l'insuline, il faut savoir que c'est une hormone. Oui. L'insuline, c'est une hormone produite par notre corps humain. Donc, c'est un traitement naturel que les gens ne doivent pas avoir peur. Oui. L'insuline, il faut éviter les fausses idées. Par exemple, les vieilles qui ont peur de l'injection. Elle n'est pas douloureuse. Les fausses idées que l'insuline va attaquer les yeux, va attaquer les reins. Non, ce n'est pas l'insuline qui va attaquer ça. Au contraire, elle va sauver vos reins, elle va sauver vos yeux. C'est le fait d'avoir un déséquilibre glycémique que ça va bousiller vos reins et vos yeux. Oui. Et vu que c'est la période de chaleur, exactement. Donc l'insuline doit être préservée. Donc l'insuline, c'est une protéine. Donc les protéines doivent se conserver à des températures ambiantes à la maison pour le stylo utilisé. Donc, si on doit se déplacer, par exemple, si on vient au travail et puis qu'on déjeune au travail et qu'on doit avoir son insuline sur soi, comment faire? Surtout qu'il fait très chaud. Donc, il faut respecter la chaîne de froid. Ouais. Justement, lorsque le grossiste va déposer l'insuline chez le pharmacien, il doit le conserver au réfrigérateur à une température entre 2 et 8 degrés. Après, lorsque l'insuline sera remise au patient et qu'il va la transporter à la maison, le pharmacien est dans l'obligation qu'il donne ça dans une glacière. Et au pire des cas, on va donner une bouteille d'eau glacée avec l'insuline dans un sachet. Lorsqu'on arrive à la maison, les boîtes d'insuline doivent être conservées au réfrigérateur. Sinon, pour le stylo utilisé, on doit le conserver à température ambiante dans la maison inférieure à 30 degrés. Très bien. Si on se déplace pour les fêtes, pour le travail, dans les voitures, on doit impérativement le transporter dans des sachets, dans des sacs isothermes avec de la glace à l'intérieur. Très bien. Merci en tout cas beaucoup, docteur Abdelrahim Bounerta, vous êtes endocrinologue. Merci pour tous ces conseils. Merci à vous également. Et tout de suite, nous passons à la dernière rubrique de l'émission, Le saviez-vous, avec Wahida Salim Cherif.
Et place maintenant à la dernière rubrique, le saviez-vous, avec Wahida Salim-Shrif. Wahida, bonsoir. Bonsoir Mounia, comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? C'est toute jolie avec ta robe. Merci. Ça te fait bien. C'est gentil, merci. Ça change. Alors Mounia, savez-vous, donc aujourd'hui on va parler des métiers un peu insolites. Exactement. Toi quand tu étais jeune, tu rêvais de faire quoi? On va dire que j'ai en quelque sorte exaucé mes rêves, exaucé mes vœux. Je suis à la télé et c'était un rêve de toute petite d'être à la télé. Et avant d'être à la télé, j'ai aussi réalisé mes rêves en essayant Tu faisais quoi justement? J'étais passionnée de dessin, j'ai fait de l'infographie. J'étais passionnée de cuisine et j'ai fait de la cuisine. Passionnée de télévision, je me suis retrouvée à la télévision avec beaucoup de chance. Alhamdoulilah. Très bien, alhamdoulilah. Il faut savoir, Mounia, qu'il y a des gens qui rêvent de faire d'autres métiers qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de croiser dans notre quotidien. On commence par le premier métier. Par exemple, personnel shopper. Donc, personnel shopper. Voilà. Ah oui. C'est une personne dédiée à nous. Généralement, c'est pour les personnes qui ont beaucoup d'argent. Dédiée à nous. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une fête et je ne sais pas quoi porter ou comment m'habiller. J'appelle mon personnel shopper. Je lui dis, voilà, j'ai telle fête à telle heure et voilà le lieu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vu qu'elle connaît mes goûts, mes couleurs, mais aussi mon budget. C'est ce qu'on voit sur les images. Elle va me choisir mes tenues vestimentaires de A à Z jusqu'aux accessoires. Elle me les apporte. M'aide parfois à m'habiller. C'est super ça. À mon rendez-vous. Bon, on va avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se permettre un personnel shopper, mais on peut être personnel shopper de quelqu'un. Bien sûr. Si on aime ça. Oui. Conseiller peut-être. Voilà, un conseil. C'est le cas, c'est une personne c'est un conseiller en quelque sorte. Oui, voilà, elle conseille vraiment la personne. En même temps, elle a un salaire pour ça. Donc elle est là. Et dès qu'il y a des nouveautés, on en a vu dans les familles très riches, ils ont des personnel shoppers dédiés à eux. Par exemple, quand il y a des grandes marques, quand ils font sortir des pièces uniques, en fait, ils essaient de leur avoir les pièces uniques en premier. Parce que généralement, c'est 3-4 pièces, ils essaient vraiment de les avoir en premier. Et généralement, ils ont un portefeuille client qui est extraordinaire, ils connaissent tout le monde. Très bien. Donc, on a aussi un autre métier un peu insolite qu'on a l'habitude de voir beaucoup dans les séries, mais on se dit, est-ce que ça existe réellement? C'est les nettoyeurs de scènes de crime. Oui. Voilà, c'est les personnes qu'on voit, ils mettent un rouleau, ne pas passer, interdiction de s'introduire. Ça existe réellement dans le monde. Il faut savoir que c'est des personnes qui sont recrutées, ils sont formés déjà comme agents de nettoyage d'entretien. Il faut avoir le cœur bien accroché. Exactement, pour aller nettoyer des scènes de crime tout en faisant très attention, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils seront sur place au même moment que les agents qui vont faire l'enquête, ils vont mener l'enquête, mais ils ne touchent à rien, jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'ordre de toucher ou de tout nettoyer. Donc après que les enquêteurs aient passé, ils ont fini leur travail. Donc vous imaginez s'il y a eu un meurtre du sang ou autre, ça dure des jours d'enquête. Je voulais. Oui, c'est tout comme on a dû voir dans des séries. Ça se passe de la même manière. Donc, ils font très attention. Donc, d'ailleurs, on les a remarqués, ils sont cagoulés, ils sont masqués avec des produits. Ah oui, bien sûr. Quand on doit nettoyer une scène de crime, il y a bien sûr du sang, il y a ce genre de choses et on ne doit pas toucher directement pour ne pas être contaminé. On ne sait jamais s'il y a des... Exactement. Ils font très, très attention et parfois, même au bout d'un moment, en fait, ils n'ont pas une longue durée de travail. Ça ne dépasse pas les 3-4 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent plus psychologiquement, ils ont du mal à y rester et à rester encore à faire de leur mieux leur travail. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être vraiment concentré. Parce qu'il y a eu des histoires où, au moment où ils étaient en train de nettoyer, ils ont trouvé d'autres indices pour pouvoir avancer dans les enquêtes. Et ça, franchement, il faut être vraiment bien concentré pour pouvoir le faire et pour pouvoir faire attention à ce qu'on est en train de nettoyer. Il y a un autre métier aussi qu'on aime beaucoup et que nos mamies et papis doivent certainement adorer, c'est les mots croisés. Est-ce que tu sais qu'il y a une personne qui s'appelle verbicruciste? Donc, c'est une personne, ce métier existe depuis 1913 plus exactement. C'est des femmes et des hommes dédiés à nous faire des grilles, tout simplement, pour qu'on puisse passer du temps. Donc, on a tous, lorsqu'on trouve un journal chez nous, on essaie de chercher les mots croisés pour pouvoir les compléter et les trouver. Ça nous fait passer du temps, du bon temps. Mais aussi, il faut savoir que ce métier, malheureusement, est en train de s'effacer, de partir. Pourquoi? Parce qu'on le remplace par des machines. Maintenant, c'est des ordinateurs qui font avec... automatiquement, avec des algorithmes qui préparent les grilles directement. Et malheureusement, ça devient de plus en plus rare. Et on en est malheureusement à presque la fin de ce beau métier. Il y a un autre métier aussi qui est un peu rigolo. C'est les personnes qui ont un nez assez fort. Pourquoi assez fort? C'est ceux qui peuvent sentir des odeurs et peuvent distinguer les parfums et les goûts avec leur nez. Donc, c'est un métier qui se fait aussi. Il est très rare, mais il existe. Donc, c'est des personnes qui ont un nez hyper sensible, si on peut dire ça comme ça. Il faut savoir que le nez
identifie plus de 5000 odeurs. Et ce qui fait que ces métiers restent très très rares, c'est que les personnes sont vraiment rares, elles-mêmes rares. Donc généralement, ils travaillent dans des grandes marques de parfums. Voilà. Oui. Même pour parce que des boissons quand on voit la description d'un parfum, par exemple, on a dans la description le nez derrière ce parfum et telle personne. Voilà. C'est une personne qui a le sens qu'il faut pour bien faire le bon mélange. Ils sont renommés et ils coûtent très très cher pour pouvoir. Il y a un autre aussi, il y a d'autres personnes, on les appelle en fait le nez. Oui, ce métier, ça s'appelle le nez. Dans certains pays, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, dès qu'ils fabriquent des déodorants ou bien des parfums pas de marque, ils les utilisent et le nez passe passe devant la personne qui a utilisé ces produits pour sentir s'il tient vraiment ou pas. D'accord. Voilà. Donc, lui aussi, il doit avoir le nez fort et le cœur aussi. Il ne faut pas être contaminé par la Covid, par contre. Hein, oui, parce que là... je me disais la même chose. 5000, on est capable de déceler jusqu'à 5000 odeurs. Je me dis, moi, je pense avec ma contamination, j'en suis à 50 peut-être. Voilà. Il y a un autre dernier métier qui est exceptionnel et qu'on découvre ces dernières années, c'est styliste culinaire. Oui. Pour tous les passionnés de la cuisine. C'est vrai qu'on cuisine, parfois on cuisine bien, mais on ne sait pas comment ajuster ou mettre en valeur nos... Dresser une assiette. Voilà, dresser nos assiettes. Donc, il faut savoir qu'il y a des stylistes culinaires, ils connaissent les codes couleurs, alors les tailles et les fruits et légumes qui doit être avec qui. Voilà. Donc, ils nous donnent envie de bien les regarder, mais surtout de les bien manger. Très bien. Merci en tout cas pour ces métiers insolites. C'était un plaisir en tout cas. Pareillement. À la semaine prochaine. Inch'Allah, avec plaisir. Très bien. Alors, prenez soin de vous et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la khair.